Bonjour, donc on va voir l'exploration radiologique des traumatismes crâniens. Donc les objectifs de ce cours sont de définir la place des techniques d'imagerie dans le traumatisme crânien, préciser l'apport de cette imagerie dans l'exploration d'un traumatisé crânien, énumérer et décrire les lésions élémentaires post-traumatiques et différencier les hémorragies intra- et extracérébrales post-traumatiques. Donc nous allons adopter le plan suivant, introduction, on va voir la clinique, les moyens d'exploration, puis les différentes lésions élémentaires avant de conclure. Donc, il faut savoir que les accidents de la voie publique constituent plus de 70% des traumatismes crânio-encéphaliques. Le scanner reste l'examen à réaliser en première intention. Il va poser l'indication chirurgicale en urgence et avant toute exploration, il faut d'abord assurer les fonctions vitales du patient avant de le déplacer en radiologie. Donc, il faut s'assurer de son état hémodynamique. Donc, cliniquement, le patient peut présenter plusieurs tableaux. Il faut savoir que ces tableaux vont déjà d'emblée orienter vers ce qu'on va trouver comme lésions élémentaires. Donc, d'abord, la notion d'intervalle libre avant l'apparition de signes neurologiques ou neuropsychiques va orienter vers la présence d'un hématome cérébral. La présence de troubles de la conscience peut témoigner d'une souffrance cérébrale diffuse. Quand on a des signes de localisation neurologique, ceci peut orienter vers la présence d'une lésion focale, notamment un hématome. Et bien sûr, si le patient présente une mydriase, cela peut signer l'engagement cérébral et donc l'urgence de prise en charge. Alors, les moyens d'exploration dont on dispose, donc on va d'abord commencer par les clichés standards ou les radiographies standards. Il faut savoir qu'au niveau crânien, cela n'a plus aucun intérêt parce que même si elle va montrer des lésions osseuses à type de fracture ou d'embarrure, cela, bien sûr, ne préjuge en rien de ce qui se passe en intracérébral. Et ça, là, c'est là où généralement, le pronostic peut se voir. Donc, la radiographie du crâne, comme j'ai dit, n'a aucun intérêt. Par contre, la radiographie du rachis cervical, elle reste toujours systématique, notamment dans les polytraumatisés, donc il ne faut pas hésiter à la réaliser pour rechercher donc des lésions osseuses de fracture ou de luxation du rachis cervical. Alors des exemples ici de radiographie de profil crânienne réalisée qui montrent sur la première image une fracture linéaire, frontale et occipitale, et de profil, donc une fracture avec embarrure, enfoncement d'un segment de l'os. Comme j'ai dit, là on peut en aucun cas savoir donc ce qui se passe au niveau parenchymateux. Alors, deuxième technique et la meilleure donc dans l'urgence, c'est le scanner cérébral. Donc, c'est l'examen clé qui va permettre d'étudier le parenchyme cérébral et l'os donc en même temps. Alors, sur le plan technique, le scanner est réalisé sans injection de produits de contraste. Il va permettre d'explorer de la voûte jusqu'à la charnière cervico-occipitale, aussi bien en fenêtre osseuse qu'en fenêtre parenchymateuse. Donc, l'étude anatomique va englober l'étude de l'étage sustentoriel, l'étage sous-tentoriel, la charnière cervico-occipitale, tous les éléments osseux de la base et de la voûte, ainsi que l'étude de la face. Alors, les résultats qu'on peut observer sur ce scanner, d'abord les lésions osseuses, comme j'ai dit, qui peuvent toucher la voûte ou la base. On va rechercher des brèches ostéodurmériennes. On doit rechercher des lésions hémorragiques qui sont spontanément hyperdenses, donc leur densité varie entre 40 et 80 unités à Hounsfield, si on mesure. Les lésions œdémateuses, qui généralement sont hypodenses. La présence de pneumoncéphalie ou d'air en intracrânien, qui peut témoigner là aussi d'une brèche ostéodurale. Et il faut rechercher un effet de masse, donc un déplacement de la ligne médiane ou du système ventriculaire, donc lié à une lésion sous-jacente. Autre examen également pouvant être réalisé dans le contexte traumatique, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Donc l'IRM va être réalisé à chaque fois que les signes cliniques observés ne sont pas expliqués par les résultats du scanner. Alors cela peut être aussi réalisé pour la recherche de brèches ostéoméningées, ou de lésions axonales diffuses. Autre technique possible d'exploration lors des traumatismes, c'est l'échodoppler, notamment l'exploration des vaisseaux du cou, donc à la recherche d'une dissection carotidienne post-traumatique. Donc on a vu les différentes techniques possibles, donc les radiographies standards, le scanner, l'IRM ou l'échodoppler. On va voir tout de suite les éléments élémentaires ou les lésions élémentaires pouvant être observées à la suite d'un traumatisme crânien. Il y a d'abord les lésions élémentaires
primitives qui sont les fractures, les hémorragies intra- ou extra-cérébrales, les contusions cérébrales et les lésions axonales diffuses. Et puis les lésions secondaires qui peuvent être les engagements secondaires, les lésions vasculaires ou les lésions séquelaires. Donc on commence par les lésions primitives osseuses, donc les fractures et embarrures qui peuvent toucher la voûte ou la base du crâne ou les éléments de la face. Cette fracture, elle peut être ouverte ou fermée. Elle peut donc s'associer à une embarrure qui est un enfoncement d'un fragment de l'os, donc au niveau du parenchyme. Alors voilà des exemples de scanner cérébral en fenêtre osseuse qui montre ici une fracture linéaire pariétale gauche. Sur l'autre image, on a une fracture frontale droite associée à une fracture et embarrure. Regardez l'enfoncement de l'os au niveau donc cérébral. Il faut vérifier bien sûr le parenchyme sous-jacent. Les traumatismes ou les fractures peuvent être également ouvertes et donc là il y a le risque d'infection, le risque de pneumoencéphalie. Alors l'infection généralement c'est des méningites à répétition qui doivent faire rechercher la présence d'une brèche ostéoméningée soit au niveau ethmoïdal, soit au niveau sphénoïdal ou au niveau des éléments du rocher. Donc là, on a des exemples. En scanner en fenêtre parenchymateuse, vous voyez la présence de pneumoencéphalie frontale bilatérale, ici également. Donc on a un hématome avec de l'air, donc avec ici un volet crânien. Donc vous voyez la présence d'air à l'intérieur ainsi que l'hémorragie et l'effet de masse sur les structures médianes. Voilà d'autres exemples de scanner cérébral. Ici en fenêtre parenchymateuse, donc regardez la présence de bulles d'air au niveau donc central. Ici en fenêtre osseuse en reconstruction coronale, vous avez des fractures osseuses avec une fracture enfoncement ici du toit de l'orbite droite et ici une fracture du rocher gauche. Alors, à côté de ces lésions, il y a les hémorragies extracérébrales. Alors, celles-ci, il faut les connaître, il faut les différencier. On a d'abord l'hématome extradural. C'est une véritable urgence neurochirurgicale, diagnostique et thérapeutique. Il s'agit d'un hématome qui est lié à la lésion de l'artère méningée moyenne, souvent, très souvent associée à une fracture du crâne, comme vous voyez donc sur l'image. Alors sur le plan de définition, l'hématome extradural, il s'agit d'une collection dans l'espace qui est situé entre la table interne de l'os et le feuillet externe de la dure mère. Donc il faut rechercher au scanner une lésion qui est spontanément hyperdense, qui est visible sous forme d'une lentille biconvexe et qui peut s'accompagner d'un important effet de masse sur les structures médianes. On va voir des exemples en images. Voilà donc un scanner cérébral en fenêtre parenchymateuse qui montre un hématome extradural frontal, ici gauche, avec un hématome portant un hématome du scalp et un effet de masse sur les structures ventriculaires. Voilà un autre exemple sur un hématome extradural pariétal gauche avec un important effet de masse et un effacement de la corne occipitale en regard. Deuxième type d'hémorragie extracérébrale, c'est l'hématome sous-dural. Alors lui, par contre, on peut le voir devant des traumatismes minimes, notamment chez le sujet âgé. Donc il s'agit de lésions des veines corticales. La collection, elle va se faire entre la dure mère et l'arachnoïde. Alors, sur le plan scanographique, c'est une lésion qui est juxta-osseuse, qui est étendue, qui n'est pas limitée par les scissures, qui a une limite interne qui est concave. Alors, elle passe par plusieurs stades. On a l'hématome sous-dural aigu, l'hématome sous-dural subaigu ou l'hématome sous-dural chronique. Donc, l'hématome sous-dural aigu, il est spontanément hyperdense. Plus on avance vers le temps, donc dans le temps, plus l'hématome, il va se liquéfier. Donc, au stade aigu, il est hyperdense, au stade subaigu, il est isodense et à la phase chronique, il devient hypodense. Donc cet hématome peut également s'accompagner d'effets de masse en fonction de son épaisseur. Voilà donc des exemples de scanner cérébral en fenêtre parenchymateuse. Donc vous avez un hématome sous-dural aigu, pariétal droit, donc vous voyez cette lame de collection. Voilà un autre au stade subaigu, donc vous avez un aspect qui est isodense par rapport au parenchyme cérébral, mais avec un important effet de masse sur les structures médianes et même un engagement. Et ici, à la phase chronique, donc un aspect de collection qui est
hypodense avec effet de masse et signe d'engagement sous-falcoriel. Donc pour les hémorragies sous-arachnoïdiennes, qui sont également des hémorragies extracérébrales, donc on va les individualiser sur le scanner sans injection à type d'hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens. Il faut se méfier des variantes qui sont la densité spontanée de la faux du cerveau et de la tente du cervelet. Donc là, cette hémorragie, elle peut se voir, donc c'est une hémorragie méningée qui peut se voir de cette façon. Regardez ici, la faux du cerveau qui est spontanément dense avec une densité élevée de la vallée sylvienne, donc témoignant d'une hémorragie méningée. Voilà d'autres exemples où les espaces sous-arachnoïdiens sont hyperdenses et donc témoignent d'une hémorragie méningée. Là aussi, la faux du cerveau et la tente du cervelet sont spontanément hyperdenses. Donc là, on a vu les hémorragies extracérébrales, donc l'hématome extradural avec sa forme de lentille biconvexe, l'hématome sous-dural sous forme donc d'une lentille concave étendue avec les différents stades et les hémorragies méningées ou sous-arachnoïdiennes. On va voir les hémorragies intracérébrales. Donc, il s'agit d'hématomes intracérébraux qui sont de contours nets, qui peuvent être spontanément hyperdenses, entourés d'un peu d'œdème réactionnel périlésionnel. Donc, ces hématomes, on les différencie de l'hématome méningé parce qu'ils sont entourés de parenchyme cérébral. Voilà des exemples. Donc, vous avez des hématomes intraparenchymateux, donc ici frontal gauche avec des lésions de contusion et un effet de masse, mais également une hémorragie méningée, comme en témoigne l'hyperdensité spontanée exagérée de la faux du cerveau. Voilà un autre hématome mésencéphalique entouré d'un fin œdème périlésionnel. Il y a également les hémorragies intraventriculaires, donc il peut s'agir d'hémorragie intraventriculaire seule ou d'hémorragie méningée avec inondation ventriculaire. C'est le cas ici. Donc vous avez la présence donc de sang dans les vallées sylviennes, dans la faux du cerveau et dans les ventricules, notamment le troisième ventricule et les cornes occipitales des ventricules latéraux. On a, parmi les autres lésions élémentaires, on a également les contusions cérébrales. Celles-ci peuvent être de deux types, soit des contusions œdémateuses ou des contusions hémorragiques. Donc les contusions œdémateuses, il s'agit de plages ou de lésions punctiformes, hypodenses. Donc ça peut s'agir également d'un gonflement cérébral diffus. Quand il s'agit d'un œdème diffus, il faut rechercher un effet de masse. Il faut rechercher donc un comblement des citernes de la base et des citernes périmésencéphaliques. Quant aux contusions hémorragiques, elles par contre, elles prennent un aspect qui est spontanément hyperdense, qui peut également s'accompagner d'effets de masse en fonction de leur volume. Voilà des exemples ici. Donc en fenêtre parenchymateuse, vous voyez multiples contusions œdémato-hémorragiques associant des hyperdensités et des hypodensités multiples, diffuses, bilatérales, avec un effet de masse et associées également à de l'hémorragie méningée, de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Voilà d'autres exemples ici avec un petit hématome frontal gauche et des lésions de contusion punctiforme œdémato-hémorragique pariétale gauche associée à une hémorragie méningée. Alors, à côté donc en plus de ces lésions, on a les lésions axonales diffuses. Là, elles témoignent généralement d'un traumatisme grave, donc avec une atteinte de la substance blanche. Là, c'est tout l'intérêt de réaliser une IRM pour déceler ces lésions quand elles ne sont pas hémorragiques. Quand elles sont hémorragiques, le scanner peut les rattraper. Donc, c'est des petites lésions de la substance blanche qui sont spontanément denses. Mais quand le scanner s'avère normal avec des troubles de la conscience et des troubles neurologiques assez importants, et un traumatisme grave, il ne faut pas hésiter donc à réaliser une IRM pour justement visualiser ces petites lésions individualisables sur la séquence FLAIR sous forme d'hypersignal et qui témoignent d'une atteinte donc diffuse et profonde de la substance blanche. Alors, ces différentes lésions élémentaires qu'on a vues peuvent s'accompagner d'engagement cérébral, donc un engagement qui peut se faire soit en sous-falcoriel, soit en temporal ou en amygdalien. Alors, ces engagements, donc l'engagement sous-falcoriel, donc on fait le diagnostic sur le scanner par le déplacement de la corne ventriculaire au-delà de la ligne médiane, avec saillie donc du ventricule et parfois même du parenchyme contralatéral. L'engagement temporal
temporal, donc on voit le lobe temporal là aussi qui fait saillie avec un comblement des citernes périmésencéphaliques. Et l'engagement amygdalien, c'est l'aptose des amygdales cérébelleuses qui vont combler le trou occipital. Donc voilà sur le scanner un exemple d'un engagement sous-falcoriel, donc à la suite d'un hématome sodural chronique avec un important effet de masse. Regardez donc l'effet de masse sur le système ventriculaire et le parenchyme qui passe au-delà de la faute du cerveau. Donc c'est un engagement sous-falcoriel. Voilà, donc on a vu les différentes lésions élémentaires post-traumatiques. Donc il faut savoir et retenir que le scanner, c'est l'examen réalisé en première intention pour les urgences chirurgicales, que l'IRM va intervenir essentiellement dans les lésions axonales diffuses ou les lésions du tronc cérébral qui peuvent ne pas être visualisées sur le scanner. Bien sûr, l'association de plusieurs lésions est tout à fait fréquente et donc je vous remercie.